Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir pour ce 6e Talks le navigateur et fondateur de Comme un seul homme, Éric Bellion. Et puis, Éric, pour introduire cet échange, je voudrais citer une phrase que tu as dite. Avec sa culture, son expérience, sa couleur de peau, ses qualités, ses défauts, ses handicaps, chaque équipier de la goélette n'aura visiblement rien de commun avec les autres. Rien sinon l'essentiel, une même envie d'oser la différence, de faire confiance, un même attrait pour l'harmonie. L'harmonie, c'est ton sujet, c'est ce que tu essaies de travailler à travers tes différentes expériences. Et ma première question, c'était qu'est-ce qui, dans ces expériences, a permis pour toi de créer cette harmonie en embarquant le collectif? Est-ce qu'il y a une expérience particulière qui structure en fait ces dernières années et que tu voudrais aujourd'hui nous partager, ce qui fait aussi une forme d'introduction à ton parcours? Écoute, merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est une sacrée question, hein, tu commences fort. Merci Arnaud. On n'a qu'une heure. La quête de l'harmonie, c'est un gros sujet pour moi. C'est un peu le sens de ma vie. Ça a commencé juste après une initiation qui a été de faire le tour du monde à la voile avec deux copains, donc il y a maintenant 15 ans, sur un petit voilier pourri, donc tout autour du monde. Et cette aventure, parce qu'on avait peut-être peur de se perdre, on s'est dit qu'on allait la partager avec ceux qui ne peuvent pas larguer les amarres. Et un de nous trois, Brice, avait deux cousins infirmes moteurs cérébraux. Et on a créé toute une aventure où ces 45 jeunes adultes infirmes moteurs cérébraux sont venus nous rejoindre sur notre tour du monde. Et donc là, j'ai ouvert les yeux sur le monde qui m'entoure. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu plutôt privilégié, dans la banlieue parisienne, à Versailles. Donc très, très protégé. Et avec ce tour du monde qu'on a fait en mode clodo, avec des personnes handicapées, là, j'ai rencontré, j'ai su qu'il y avait un autre monde, en fait, un monde réel, et que moi, je vivais dans un monde qui n'était pas réel. Et à partir de ce moment-là, je n'ai cessé d'essayer de comprendre comment les relations à l'autre fonctionnaient et essayer de trouver l'harmonie. Donc, ça a commencé par une première aventure, donc un record à la voile avec 3 sportifs handicapés, 3 sportifs valides, qui a été extrêmement compliqué parce que j'étais blindé de bonnes intentions, de bien-pensance. Et la bien-pensance, il n'y a rien de pire dans les relations humaines. C'est très, très dangereux. Tout ça a volé en éclats avec le contact avec la mer. Et puis, à partir de cette aventure qui a été très douloureuse, eh bien, patiemment, après, avec Tim Jolokia, là, on parlait de Sébastien qui a vécu cette aventure aussi, avec la préparation au Vendée Globe, avec la route du Rhum, tout ça, j'ai commencé à paver le chemin et j'ai rencontré l'harmonie à plusieurs moments. Et l'harmonie, c'est éphémère, hein, on la touche du doigt et puis elle disparaît, il faut tout remettre, tout retravailler. Et pour moi, et je vais arrêter là parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour moi, la recherche de l'harmonie, c'est comme la marche, donc c'est un déséquilibre. On quitte quelque chose qui est confortable, qui est harmonieux, on accepte de passer dans le désharmonieux pour aller trouver une harmonie plus tard. Donc on marche comme ça. Et c'est comme ça qu'est ma vie en ce moment. Merci Eric. Pour ceux qui nous ont rejoints, en fait, vous pouvez poser vos questions. L'idée, c'est de faire un échange. Donc, moi, j'ai un certain nombre de questions, mais soyez vraiment à l'aise de les poser. Alors, c'est sur Zoom pour nos amis sur Facebook, et malheureusement, je ne pourrai pas voir vos questions. Mais sur ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez poser vos questions et puis je rebondirai dessus et ça permettra de créer l'échange. Dans la phrase que tu donnes, tu dis on a une même envie d'oser la différence, de faire confiance, un même attrait pour l'harmonie. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire que l'une des conditions pour créer ce collectif, c'est d'avoir une vision commune, quelque chose qui embarque véritablement tout le monde, et comment est-ce qu'on la crée, ça, finalement? D'abord, on la trouve. On vit dans un monde qui est obsédé par les différences visibles, obsédé par le fait d'être un homme, une femme, vieux, jeune, handicapé, valide, différent physiquement. Voilà, on est obsédé par ça et je trouve qu'on se trompe totalement. On s'éloigne de l'intelligence qui est de ne pas s'intéresser ou d'arrêter de se focaliser sur ces différences visibles, mais je trouve qu'il faut surtout s'intéresser à ce que j'appelle les ressemblances invisibles. Et c'est ça le plus important en fait.
sur un bateau. Donc, je vais reprendre moi mon image préférée, mais c'est toujours intéressant parce que la mer est un laboratoire passionnant. Sur la mer, on ne peut pas tricher. On ne peut pas avoir des idées bancales, des concepts bien pensants. Ça ne marche pas, ça explose tout de suite. Ce qui m'intéresse, moi, quand je fais un équipage, c'est d'avoir des gens qui osent faire des choses différentes, ont un attrait pour le différent. Je veux avoir aussi des gens qui sont capables de faire confiance. Donc, ça veut dire aussi qu'ils sont capables de se faire confiance. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent. Je veux avoir des gens qui sont capables aussi de collaborer, qui ont ce sens de la collaboration et qui ont un attrait aussi pour l'harmonie, qui sont capables de se remettre en question. Et puis, je cherche aussi, alors il y a toute une liste pour moi de ce que j'appelle les clés fondamentales d'un équipage. Il y a aussi cette capacité à se remercier et donc à remercier, ce qui permet de oser à nouveau la différence, de se remettre en danger. Donc, c'est d'abord quelque chose qui se cherche. Moi, quand je crée des équipes, je vais chercher ça chez les gens. Et au début, je ne savais pas du tout le faire. Donc, je me suis beaucoup entouré, par exemple, des psychologues de la Marine nationale, dans Team Jolokia notamment. Et puis après, avec l'expérience, on y arrive avec plus de facilité. On se trompe encore. Moi, il m'arrive de me tromper parce que je prends de plus en plus de risques. Parce que je vais chercher les gens les plus différents de moi possible. Parce que je sais qu'en ayant ce fondamental, avec leurs différences, ils vont m'enrichir. Puisqu'ils voient les choses ils ont des trajectoires de vie complètement différentes de la mienne, donc ça va m'enrichir. Mais à partir seulement du moment où ils ont ce fondamental avec moi. Et puis après, donc c'était plus dans le cœur de ta question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, quand on est un chef d'équipe, il faut y croire à fond. Parce que la première chose, que quand on met des gens qui ont des trajectoires de vie différentes, ou qui ont des vies différentes, la première chose que ça fait, ça crée des emmerdes, ça crée des étincelles, ça crée des conflits. Et donc, il faut être capable d'être là pour éteindre les incendies, expliquer, réexpliquer en quoi chaque personne apporte quelque chose de différent. Et comme tout le monde a le même fondamental, en fait, c'est voué au succès. Il faut juste tenir, c'est voué au succès. Et ce qui est encore plus génial, c'est que tout ce temps difficile, on a mis en place l'équipe. Moi, généralement, je compte qu'il faut entre 3 mois et demi et 4 mois. Et ça crée un référentiel pour tout le monde qui soude. Parce que quand on a souffert ensemble, quand on a fait des sacrifices ensemble, à la fin, on s'en souvient et ça dure longtemps. Comment on identifie le fondamental commun, question de Jean-Noël? Eh bien, c'est déjà savoir en quoi nous, on a des fondamentaux dans lesquels on ne mégotera jamais. Donc, ça commence par soi. Savoir, c'est se connaître. Et après, c'est définir avec qui on peut travailler et avec qui on ne peut pas travailler. Donc, définir, chacun a les siens, ça prend beaucoup de temps. Moi, je sais que, par exemple, je dois m'entourer de gens qui ont le même sens de l'engagement que moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sont prêts à tout donner. Je dois être aussi avec des gens avec qui ont le même sens du respect du leadership à un moment donné. Il y a des moments pour discuter, il y a des moments pour agir. Voilà, tout ça, ça se définit, mais chacun a son propre fondamental. Et je pense que le travail d'une équipe, c'est de définir le fondamental commun pour qu'il y ait un accord avec tous les membres de l'équipe. Et on devrait commencer par tous par faire ça. Et tu acceptes les faiblesses psychologiques au sens que quand on est sur des sujets qui sont des sujets d'engagement, de vision, on peut avoir des gens qui souhaitent rejoindre pour aussi régler des choses plus personnelles et qui peuvent avoir ces faiblesses ou c'est une faiblesse d'une séquence, d'une période de sa vie. Est-ce que tu acceptes et tu intègres ces gens-là ou est-ce que tu les reportes à un autre moment, d'un autre exploit, une autre aventure, une autre séquence? Alors, moi, c'est très clair. Pour moi, la fragilité peut être une force énorme. Okay. Et je recherche avant tout les gens qui connaissent leur fragilité et qui n'en font pas mystère. Je pense que c'est les gens les plus forts qui soient. Je vais donner un exemple, une histoire que j'ai beaucoup racontée parce qu'elle m'a énormément marqué. L'un des plus forts barreurs, l'un des meilleurs équipiers que j'ai eu,
c'est Olivier. Et Olivier, il est aveugle. Et quand j'ai parlé justement du fait d'embarquer dans mes équipages une personne aveugle, tu ne peux pas imaginer le nombre de gens qui m'ont dit « Eric, tu fais une connerie là, c'est pas possible. Comment une personne aveugle va voir les vagues formidables qui peuvent se casser sur la coque du bateau? Comment elle peut voir un cordage qui lâche, une voile qui faceille ?» Bref, tout le monde avait énormément de crainte, et moi le premier. La seule chose, c'est que d'une part, le bateau est hyper adapté à une personne aveugle parce que tout est bien rangé à sa place et l'environnement ne change jamais. Et surtout, j'ai découvert au contact d'Olivier, en lui faisant confiance, qu'en fait, une personne aveugle fait d'excellents barreurs, puisque c'est des gens qui sont obligés, de par leur handicap, de se concentrer sur leurs sensations. Et les plus grands barreurs de la planète sont des gens qui n'utilisent pas la vue, mais qui utilisent leurs fesses, donc toutes les sensations du corps pour barrer. Ce gars-là, qui n'avait aucune raison d'être là, aucun skipper sensé n'aurait pris ce mec, et bien en fait, il est devenu le garant de ma performance. Donc c'est pour te dire, c'est à partir du moment où, encore une fois, tu te connais, tu peux être très fragile et en fait correspondre à ce fondamental. Ce qui est important dans la fragilité, si on veut travailler en équipe, c'est en être conscient et ne pas en faire mystère. C'est dans une équipe, quelque part, si on ne fait pas part de ces fragilités, on méprise l'équipe quelque part. Parce que comment attendre de ses équipiers qu'ils pallient nos faiblesses si on les cache? Donc pour moi, c'est vrai que connaître ses fragilités, les dire, c'est de la fiabilité. Donc c'est quelque chose que j'attends. C'est intéressant parce que j'ai dit faiblesse, tu as dit fragilité, ce qui est le bon mot. Et c'est très intéressant. Ça donne une. En fait, c'est ouvert. Et il n'y a pas de jugement particulier sur les personnes. Il faut être logique. On est tous des êtres de force et de faiblesse. Ça n'existe pas les êtres que forts. Ou du moins, c'est les héros qu'on essaie de nous vendre toute l'année et qui sont des êtres inhumains. On est fait de faiblesse et de force. Et c'est vrai que moi, les gens qui n'arrivent qu'avec des forces, je les fuis. Et pour finir sur cette séquence-là, du coup, tout à l'heure, tu as dit, bon, donc, je recrute, je m'entoure de ces gens. Tu t'es fait aider par des psychologues. Quand même, la question, si on passe par exemple sur l'organisation et le management dans les entreprises, c'est très compliqué. À un moment, on a plein de réflexes que lorsqu'on est dans une séquence, un entretien où on doit recruter ou pour s'entourer d'une personne, forcément, on revient sur une zone de confort. Comment est-ce que tu fais pour sortir de ça Est-ce que tu t'imposes, je sais pas, des règles ou, qui te permettent de dire non, là, en fait, j'ai dérivé, je suis dans ma zone de confort alors qu'il ne faut pas que je le sois pour pouvoir accueillir cette personne-là? J'ai eu une expérience. Donc, dans un équipage, j'ai recruté un gars qui s'appelle Benoît. Et je lui ai fait passer un entretien. Et ce Benoît, il venait des quartiers un peu chauds de Montreuil. Il avait la tête rasée. Et moi, le petit Versaillais, quand il s'est confronté à Benoît, il s'est dit « Oh là là, mais jamais je pourrais travailler avec ce gars-là. » Parce qu'il était très, très agressif dans moi, mon rapport de fer. Parce que c'est quelqu'un qui avait appris dans son environnement, quelque part, à montrer les dents. Et heureusement, on était accompagnés par des psychologues qui nous ont dit « Mais écoute, Eric, regarde, ce gars-là, le fait de participer à cette aventure, ça va complètement dans sa construction d'adulte. C'est tout à fait cohérent, il se donne les moyens, et il voit vraiment les objectifs, et il se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Donc c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Et sur leur conseil, je me suis remis en question et j'ai dit « Ok, on accepte ce gars. » Et tu croiras ou pas, ce gars-là, pendant une course où on était extrêmement fatigué, un conflit est arrivé à bord pour une sombre histoire de Mars qui avait été mangé par une partie de l'équipage. Enfin, quand on est très fatigué, la moindre petite chose peut vraiment créer des conflits et tout arrêter. C'était un gros Mars, alors. Pardon? C'était un gros Mars. Mais non, c'était des mini-Mars, tu sais, c'est la chasse au poids. Donc, on avait des mini-Mars, mais un par personne. Et il se trouve que le réalisateur qui faisait le film n'avait pas eu l'information que chacun avait un mini-Mars. Et donc, il avait mangé tous les Mars, parce qu'il était un peu malade, donc c'était lui qui avait mangé les Mars. Donc, ça fait un conflit terrible à bord. Et c'est lui qui a été le médiateur de cette histoire-là. Et c'est lui qui nous a empêchés de nous engueuler,
Et naturellement, ce gars-là, il s'est retrouvé dans un poste de passeur, en fait. On est limité par la peur. Si on dit que la peur est mauvaise conseillère, c'est vrai. Et quand on a quelqu'un qui est devant nous qui est louche, en fait, il nous paraît louche, et donc on va dire non parce qu'on a peur d'aller vers quelque chose qui est différent. Et comme on n'a pas les clés, on préfère refuser l'obstacle. Et c'est idiot, en fait. Ce fait d'aller voir ces fondamentaux dont on a parlé chez des gens complètement différents, ça s'entretient, c'est comme du sport, comme de la méditation, quoi. On commence, on se plante, et puis un jour on ne se plante pas, et puis on apprend, etc. Et je vous promets, ça va très très vite. Mais on a tout à perdre si demain on voit quelqu'un de louche et qu'on lui ferme la porte. Et en revanche, si on prend un gars qui a fait la même école que moi j'ai fait l'EM Lyon, tu vois. Donc je pourrais me dire, je vais prendre des gens qui ont fait l'EM Lyon, ils sont comme moi, mais qui me dit que je ne vais pas tomber sur quelqu'un qui veut mon poste, qui me dit que je ne vais pas trouver chez quelqu'un qui va contredire derrière mon dos tout ce que je fais avec l'équipe. Donc, quelque part, on est idiot. On est idiot et on doit devenir plus intelligent. Mais c'est un long travail. Mais les effets, en fait, quand on s'y met, quand on s'intéresse uniquement à ces fondamentaux, quand on se ressaisit en disant non, là, c'est la peur qui parle, c'est pas toi, eh ben, on trouve très vite des solutions. Une question d'Élodie. Comment savoir si une fragilité peut devenir véritablement une force? C'est une très bonne question, Élodie. Je pense que c'est peut-être pas la fragilité en soi qui va devenir la force. Une fragilité, c'est une fragilité. C'est le fait d'en avoir conscience et quelque part de réussir à s'insérer dans un groupe en disant que ben oui, j'ai des forces, j'ai des faiblesses et en fait vivre avec. Je pense que voilà, en fait c'est le fait de se connaître. Et quand on veut vraiment honorer une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation amoureuse ou une relation professionnelle, la moindre des choses, c'est se dire voilà, je suis capable de faire ça, mais en revanche, ça, je ne suis pas capable de le faire. C'est en ça qu'une fragilité peut devenir une force, selon moi. Quand tu dis il faut se connaître, ce qui est véritablement une clé, et on en avait parlé dans l'avant-dernier talk avec Bertrand Picard, où justement on parlait du moi, donc on rentrait sur des logiques vraiment psychologiques. Toi, tu as vécu, on reviendra sur les questions du confinement, mais tu as vécu des expériences solitaires, collectives, mais également des expériences solitaires. Et comment est-ce que ces expériences-là t'ont permis de créer véritablement un éveil à toi-même? Comment est-ce que toi, tu as appris à mieux te connaître et comment ces expériences sur le bateau, sur le Vendée Globe par exemple, t'ont permis de voir tes forces, tes faiblesses, tes fragilités et la manière dont tu peux en faire véritablement des atouts? On a combien de temps exactement, Arnaud? On a encore 35 minutes. Mais c'est le sujet, c'est le vrai sujet. Donc Oui. allons-y. Écoute, moi je vais vous raconter un petit peu du Vendée Globe. Chaque aventure, moi j'apprends énormément de choses parce que c'est ce que je fais, c'est ce que j'explore tout le temps. Alors je me mets toujours dans des situations un peu extrêmes parce que ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer, c'est travailler sur la relation à soi et la relation à l'autre. C'est ce que je veux explorer. Sur le Vendée, les premiers 50 jours de course, donc la première moitié de la course, a été un enfer pour moi. Un enfer, j'arrêtais pas de pleurer tout le temps, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que j'étais nul, j'étais jamais à la hauteur du bateau, j'avais une peur colossale d'être saisi par la panique et de me blesser et de mourir. Et puis, et chaque jour est une aventure colossale, c'est un saut dans le vide. Donc chaque jour, j'avais extrêmement peur, mais chaque jour, j'arrivais à faire quelque chose. Je donne un exemple, par exemple. Il faut monter au mât. Donc sur ces bateaux-là, le mât, il fait 30 mètres de haut. Moi, je suis un marin, je ne suis pas un alpiniste, donc j'ai le vertige, j'ai peur de monter au mât. Quand j'étais en équipage, je pouvais faire de preuves de management en disant aux petits jeunes, tiens, c'est toi, tu vas aller monter, c'est bien pour toi que tu ailles voir. Et moi, me mentir à moi-même en disant, je peux y aller, mais j'y vais pas parce que je laisse le petit jeune apprendre. En solitaire, je ne peux pas faire ça. J'étais obligé de monter. Donc j'étais obligé d'affronter ma peur.
Et ce qui est génial, c'est en descendant, je savais que je pouvais le faire. Et avec le Vendée, j'ai eu tellement peur que j'ai voulu abandonner. J'ai appelé mon équipe. J'ai dit, voilà, je n'ai pas les épaules, je ne peux pas faire. Et donc, j'arrête là. Et j'ai eu la chance de travailler avec une coach, une psy, depuis de longues années, parce que l'exploration de la relation à soi, ça passe aussi, je pense, par une thérapie. Et cette personne m'a dit, mais écoute Eric, si tu n'y vas pas, toute ta vie, tu vas t'en vouloir. Toute ta vie d'homme, tu vas t'en vouloir, donc tu n'as pas le choix maintenant, il faut que tu ailles voir. Et je suis juste allé voir, je suis allé voir. Et je suis allé au-delà de ma peur, et pas à pas, j'ai appris à me faire confiance. J'ai appris en me faisant confiance que je pouvais avoir confiance en mon bateau, donc je lui ai lâché la bride. On a accéléré ensemble. Et on est allé très très vite. Et à partir du moment où je suis allé au-delà de ma peur, où j'ai commencé à avoir confiance en moi, où j'ai commencé à avoir confiance dans le bateau, là on a battu tous les records de vitesse de la flotte. Et puis on est arrivé premier débutant à l'autre de la course. Je pense que c'est toujours derrière le miroir de la peur qu'il faut aller. Dans le film, je vous invite vraiment tous à voir ce film qui est exceptionnel. On le voit très clairement, ce parcours que tu expliques. Et tu dis, je reboucle sur les talks d'avant également, sur le fait de lâcher prise. Alors toi, le lâcher prise, là, on n'est plus dans le théorique. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait lâcher la bride du bateau, il fallait laisser le bateau, qui est un objet. Je sais que dans le film, ça devient une personne, mais c'est un objet. C'est une personne. C'est un être vivant. C'est un être vivant. Et donc, tu le laissais faire, tu lâchais la bride. Et on voit que dans cette situation actuelle, le fait de lâcher prise, c'est une des clés qui nous permettrait demain de vivre la situation de manière différente. Comment est-ce que tu fais pour lâcher prise? Mais c'est conditionné au fait de se faire confiance. Et donc, se faire confiance, ça veut dire se découvrir soi-même. Moi, j'aurais jamais pu lâcher la bride de mon bateau si je ne m'étais pas senti capable de rattraper le problème s'il y avait un problème. Tout le problème, c'était que j'avais peur d'être dépassé au moment critique. Et à partir du moment où, pas à pas, je me suis rendu compte que non, j'avais les épaules, non, je pouvais faire, et à ce moment-là, j'ai laissé mon équipier s'exprimer. Et dans la vie, c'est ce qu'on fait toujours. Généralement, c'est quand on ne laisse pas les autres faire, quand on ne délègue pas, c'est parce que soi-même, on ne se sent pas capable de réparer la connerie quand la connerie arrivera, si elle arrive. Et là, avec le bateau, c'était la même chose. Donc, une façon exponentielle, parce qu'en plus, j'étais seul. Et ce qui est incroyable, c'est tout ce que cela permet. C'est-à-dire à partir du moment où on se fait confiance, où on lâche la bride et qu'on commence à accélérer, on se rend compte qu'on a un instinct fabuleux. Et moi, j'ai commencé à ne plus regarder mes prévisions météorologiques sur mon ordinateur, mais je ressentais l'océan, quoi. Et je faisais confiance en mon instinct. Et très généralement, on méprise son instinct parce que comme on n'a pas confiance en soi, la première chose qu'on fait, c'est on méprise son instinct. Et moi, pendant ce Vendée Globe, j'ai découvert que mon instinct était quelque chose de très précieux, qu'il avait une valeur forte. Et là, je pourrais partir dans quelque chose de très mystique, mais à partir du moment où on a le sentiment d'avoir de l'instinct, moi, j'ai redécouvert mon côté animal et donc que je faisais partie d'un grand tout avec le monde. Et là, c'est extraordinaire comme expérience. Et on rentre sur des logiques de synchronicité, où les choses qui nous entourent deviennent évidentes. Et il y a des alignements de planètes qui se créent, j'imagine. Et c'est ça, l'harmonie. Je pourrais même aller plus loin, c'est une sorte d'état de grâce. Et ça, tu vois, ça, c'est une promesse très intéressante. Parce que c'est atteignable, en fait. Et on peut l'atteindre partout. Et j'ai voulu les regarder après, donc me dire, oui, d'accord, mais tu vas pas faire le Vendée Globe à chaque fois pour connaître ça. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait la route du Rhum, donc une autre grande course en solitaire, sur un bateau très lourd, pour voir si je pouvais vivre ça sans l'adrénaline, sans jours de solitude, sans l'agitation permanente. Et oui, c'est possible. Ça demande du temps, ça demande de l'application, mais c'est possible. Et ça, c'est passionnant à vivre. Comment tu te nourris? Comment, pas au niveau, pas que les Mars, hein, mais comment est-ce que tu… J'aime pas les qu'est-ce que tu lis?
sur quoi te porte plus particulièrement ton attention, sur je sais pas, la culture, les films, comment tu te nourris en fait pour pouvoir trouver cet équilibre? Euh, de plein de choses. Je suis quelqu'un qui lit énormément, qui regarde beaucoup de cinéma. Puis moi, je me nourris énormément de la nature. Donc, j'ai la chance de vivre au paradis, hein, dans le Finistère. Donc, je suis en contact avec la mer, avec la côte. Enfin, c'est juste fabuleux. Mais je me nourris énormément de ce que je vois aussi, de ce que provoque la peur et comment elle est utilisée. Et très bizarrement, je passe beaucoup de temps sur Twitter. C'est bizarre, hein, à dire. C'est- Parce que sur Twitter, on voit énormément de choses. On voit la manipulation de la peur. Moi, j'ai un profond mépris pour les pourvoyeurs de peur. Parce que c'est la chose la plus simple, c'est le récit le plus con à faire passer. Et on est tous des êtres de peur, on a tous peur, donc ça marche sur nous tous. Et donc j'étudie beaucoup ça et je me nourris beaucoup de ça. J'aimerais, avec Comme un seul homme, c'est ce qu'on a voulu créer, hein, c'est une barrière à ça, une barrière à cette peur qui nous est donnée avec profusion parce qu'elle profite à certains. On a invité sur le Colère. deuxième talk. Ouais, vas-y, tu voulais Non, non, compléter? la Non? colère quelquefois qui me nourrit aussi. On a invité sur le deuxième talk le biologiste Gilles Boeuf, qui a parlé en fait du vivant. Et alors, j'ai une question ensuite sur le vivant de manière globale, mais là, tu l'as cité, tu as dit très clairement, alors tu dis que c'est un luxe, mais c'est peut-être pas le fait de vivre dans le Finistère n'est pas un luxe, c'est certainement plus un choix. Mais ce rapport au vivant, il paraît structurant. Et de tous les gens qui sont venus pour les mots talk, tous nous ont dit que l'une des clés d'équilibre était ce rapport entre l'homme et le vivant. Est-ce que toi, tu peux nous en parler? Tu as vécu ça, tu l'as vu avec les traversées. Quel équilibre ça offre? Quelle place ça donne entre l'homme et le vivant de manière générale pour retrouver cet équilibre? Alors moi, je vais vous raconter encore une histoire personnelle qui vient du Vendée Globe. Je suis à la fin de mon Vendée Globe, je vais arriver dans une semaine, 10 jours, et je commence à échanger avec mon équipe pour, euh, pour préparer la suite. Donc en gros, dans ma tête, je suis arrivé. Je commence à parler pendant les vacations téléphoniques au passé, etc. Et là, l'océan, en fait, avec qui je suis depuis le début dans une démarche initiatique, pour moi, l'océan est le maître et moi, je suis le disciple. Je me suis toujours placé dans cette situation-là. Mais je pense que je vais arriver et c'est merveilleux. Et l'océan, en fait, en maître initiatique, m'a réservé l'épreuve secrète, l'épreuve cachée, qui est un ouragan posé sur ma route au large du Portugal, vraiment une dépression avec la force d'un ouragan. Le, le gars derrière moi démate dans la force de la tempête. Moi, mon rail de grand voile est arraché. On a des vents à plus de 140, 150 km/h. Enfin, c'est très fort. Et mon bateau est cassé, j'ai plus d'énergie électrique pour le faire fonctionner. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que j'ai compris que quoi qu'il arrive, c'est lui qui décide. Et je me suis remis à ma place, qui est une place d'ultra vulnérabilité, et dans laquelle je me sens bien. Et j'ai fait la paix, en fait. J'ai fait la paix. Et il ne restait pas beaucoup de conflits en moi avec l'océan, mais c'était un total abandon. Euh, c'est toi le boss. C'est toi, en fait. Et bon, vous me croirez ou pas, mais j'ai dormi 2-3 heures après. J'ai eu 15-20 minutes de vent qui a diminué. J'ai pu réparer et repartir. Et puis le vent m'a laissé passer la ligne d'arrivée. Ça a été un moment absolument magique. Mais je crois qu'il y a énormément de beauté à découvrir dans la vulnérabilité par rapport à la nature. On a une place très vulnérable, acceptons-la, elle est merveilleuse. Ça recoupe sur les fragilités dont on parlait. Elle est merveilleuse, cette place de fragilité. Voilà. Je suis d'accord, je n'aurais pas à le dire. Je suis particulièrement d'accord sur la place de la vulnérabilité et l'acceptation de la bonne position de l'homme par rapport à son écosystème. Une dernière question avant de passer sur un autre sujet, une question de Marilyn qui dit: est-ce que l'ignorance ne serait-elle pas un pourvoyeur de peur?
Et donc, du coup, on rentre sur les logiques d'éducation, Bah, d'apprentissage. oui, bien sûr. Bien sûr, le fait de… bah, parce que le vide fait peur, la différence fait peur. Et pour moi, quand on me demande de définir la différence, puisque je travaille sur ce concept depuis des années, on me demande qu'est-ce que c'est la différence. Je dis, bah, c'est le territoire qui commence avec la peur. Et on est des animaux, des êtres humains, on a tous peur de l'inconnu. Et donc, bah, plus cet inconnu est vaste, plus la peur est efficace. Donc, c'est charge à nous, effectivement, de faire diminuer ce territoire inconnu. C'est notre travail. Et le plus gros inconnu qu'on a à défricher, c'est nous. Donc oui, Marilyn, tout à fait d'accord avec vous, évidemment. Et une question de Véronique. Est-ce que, du coup, cela revient au fatalisme de s'en remettre à ce qui arrive? Est-ce que ce n'est pas, finalement, ne plus lutter? En fait, il y a la lutte. En fait, il y a là où il faut mettre son énergie et là où elle ne sert à rien. Pendant de longues années, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial où en fait on se plaque au sol, enfin, c'est un peu comme si on se chamaillait entre frères, quoi. Mais il y a un moment où l'adversaire il est au-dessus de vous, il vous bloque et vous savez que ça ne sert à rien de se démener à le faire sortir. Il faut juste saisir le moment, être en observation pour le moment où il va un peu lâcher de prise ou un peu changer son équilibre, où là on l'attaque. Donc non, il n'y a pas de fatalisme, il faut juste savoir quand on peut lutter et quand on doit observer et prendre du recul. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut savoir faire quoi et comment et quand. Sortons de cette première partie sur le bateau et sur les expériences que tu as pu vivre et sur la partie différence. Je voudrais qu'on rentre sur le contexte, sur l'actualité internationale et dans le contexte actuel. On voit que si on ne se met pas d'accord sur les causes, on aura des difficultés à se mettre d'accord sur des solutions. Qu'est-ce qui permettrait de nous mettre d'accord sur les origines de cette crise pour avancer ensuite ensemble? Et est-ce qu'il y a un temps, et tu l'as dit, un temps de la palabre qui est nécessaire? Je te remercie. Moi, c'est un sujet qui m'est cher, la palabre. C'est quand même fou qu'en France, le mot palabre soit aussi péjoratif, quoi. Quand on sait que ce sont les sociétés les plus fragiles qui discutent le plus, alors que c'est elles qui sont dans l'urgence pour agir, mais elles prennent le temps de discuter pour qu'on soit sûr que tout le monde soit d'accord. Parce que si une personne n'est pas d'accord, elle peut semer la zizanie et à ce moment-là, créer une catastrophe quand la récolte est mauvaise, quand les pluies ne sont pas là. On est une société fragile. Maintenant, on en a la preuve. Voilà, ça y est, on est une communauté d'humains fragiles. Donc maintenant, on est obligé de prendre le temps de se mettre tous d'accord. Et c'est pas une perte de temps. J'étais assez étonné de voir les pubs de Greenpeace. Je ne sais pas si tu les as vus, enfin, si vous les avez vus, avec ces icebergs qui tombent et ces blablabla. Bla, bla, bla. C'est terrible parce que ça veut dire oui, il faut agir, mais si on agit, si c'est toujours les mêmes qui agissent, on ne va pas aller très loin. Il y a un moment, il faut une sorte d'unanimité. Et donc, on a un moment génial en ce moment, c'est qu'on a cette conscience qu'on est fragile, donc on peut avoir vraiment cette unanimité. Donc et voilà, ça va sûrement pas ravir tout le monde. Il y a des gens qui veulent agir très vite sur des sujets qui vont devoir aussi mettre de l'eau dans leur vin. Et il y a des gens qui n'y croyaient pas, qui maintenant vont évoluer. Il faut qu'on se mette d'accord et qu'on se mette un plan d'action maintenant, c'est sûr. Mais on voit que c'est le combat actuel, hein. On voit dans des articles que certains vont porter la cause de ce qui arrive sur le fait d'avoir maltraité un certain nombre la faune de manière générale et un certain nombre d'animaux. On voit que d'autres sont plus à dire, non, en fait, c'est un problème qu'il y a eu, un problème humain, puisque c'est un laboratoire qui aurait fait fuiter un virus, si on peut dire ça comme ça. Et on voit que le combat, il est là. Si on ne se met pas d'accord, si la cause n'est pas commune, ça permet à chacun de trouver des solutions différentes et de recréer une espèce de… Donc, du coup, ne pas être dans l'harmonie, mais de recréer des combats. Ouais, enfin, bon, on sait déjà que le SRAS, Ebola, le sida, tout ça, ça vient de l'empiètement d'Homo sapiens sur le sauvage. Enfin, donc,
même si c'est un laboratoire à Wuhan, la prochaine épidémie, elle viendra du l'empiètement du sauvage, de la vie sauvage. Donc, je pense que en étant honnête, il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense, on a un frein, c'est qu'on est une société tellement obnubilée par l'action et la vitesse qu'il faut absolument qu'on se sauve vite, parce qu'il faut prendre le temps de la discussion, il faut prendre le temps que chacun s'embarque avec soi et réapprendre à discuter d'une façon efficace. Donc c'est ça le challenge qu'on a à relever, et il est pas mince. Donc il va falloir qu'on. J'ai pas les solutions, hein. Moi, je peux le faire à une petite échelle, mais à l'échelle d'une nation, c'est très compliqué. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce confinement? Parce que c'est des expériences que tu as déjà vécues par ailleurs. Et comment est-ce que tu l'as vécu chez toi? Et est-ce que tu as accordé une place particulière au rituel? Alors, je l'ai vécu déjà difficilement au début. Pour moi, les premiers 10 jours ont été vraiment difficiles parce que j'ai jamais été contraint. Et ça a été violent. J'ai vraiment pas apprécié ça. Donc, j'ai fait une petite déprime quoi, au début. Et puis après, au bout de 10 jours, j'ai commencé, alors on est trois, enfin quatre avec le chien, à être confinés en Bretagne. Et on a mis en place, comme pour une traversée, de façon assez instinctive, effectivement, des rendez-vous festifs. Ce que je fais à bord des bateaux avec les équipages, c'est qu'on fête les étapes. On a fêté la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. On s'est donné des petits rendez-vous comme ça. Et je crois que c'est hyper important de se remercier. On le fait pas, quoi. C'est incroyable. L'être humain, et particulièrement en France, on se remercie pas soi-même. On remercie très peu son entourage. On est plus enclin à se taper dessus, hein. Et, et je crois que fêter l'effort qu'on a fait, le fêter au quotidien ou toutes les semaines, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc ouais, je séquence comme en mer. Puis je ramène des choses de la mer. Je suis quelqu'un qui est très contemplatif, donc je pourrais te décrire des milliers de tableaux maritimes. Et à terre, je ne le faisais pas parce qu'à terre, c'était un endroit pour moi où je faisais des dossiers pour repartir naviguer. Je faisais des conférences où j'étais dans l'action. Et là, j'ai pu voir le printemps arriver. Est-ce que c'est beau, quoi? Est-ce que c'est beau le printemps? Donc voilà. Mais il y a beaucoup, non, mais il y a beaucoup de gens qui, à Paris ou ailleurs, disent que cette séquence leur a permis de revoir, on revient sur les cités du vivant, mais de revoir cette harmonie, enfin, ce qui se passe autour d'eux. On a vu les animaux revenir dans les villes. Enfin, et en fait, il y a des animaux particuliers qui sont venus dans les villes, mais il y a aussi des oiseaux qu'on voit tous les jours et qu'on ne voyait plus, en vérité, Ouais, parce qu'on était sur autre chose. Donc, ouais, et donc, cette séquence de revoir le printemps, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues, ce qu'on en entend, ce qu'on en comprend, c'est que tu as fait on revient sur les sujets, hein, mais tu t'es accordé une pause, en vérité. ouais, ouais, ben moi je suis quelqu'un qui s'agite beaucoup, hein, qui essaie de comprendre le fonctionnement de la pédale de frein. Je le fais depuis quelques années. Après le Vendée Globe, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai compris déjà qu'on était des êtres d'accélération et de décélération. Je pense qu'il faut pas non plus se prendre trop la tête à se dire qu'il faut absolument freiner. Non, je crois qu'il faut être maître de son rythme, quoi. Faut être maître de son véhicule, comme dans le code. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut accélérer parce qu'on aime ça, parce que la vie, c'est ça aussi, on en a besoin. En revanche, il faut trouver l'intelligence de parfois freiner, prendre du recul, euh, être à sa place. Et donc, j'espère que cet épisode-là va peut-être ouais, inspirer certains à se dire bah, je reprends la pédale de frein et d'accélérateur à mon compte et c'est moi qui pilote. C'est pas c'est pas le monde qui m'embarque dans sa course folle, c'est moi qui pilote. Tu penses que le post-confinement, enfin, les premiers jours-là, vont être entre ce que tu souhaites et ce que tu imagines, tu penses que ça va être une période d'accélération ou une période où on va tempérer un certain nombre de choses? En tant que marin, moi j'ai assez peur de cette période de déconfinement. Je vais te dire pourquoi.
Nous, on sait, quand on prend la mer en équipage, que le moment le plus difficile, c'est pas la tempête, c'est l'après-tempête. Pendant la tempête, tout le monde a la trouille, donc tout le monde se range à la hiérarchie, au capitaine, à son savoir-faire, c'est lui le plus expérimenté. Donc on fait ce qu'on a à faire. Mais après la tempête, quand tout le monde se remet d'aplomb, tout le monde en plus a eu bien peur, donc est bien échauffé, là on règle les comptes. Là, ça part dans tous les sens et ça peut être extrêmement violent, quitte à aller jusqu'à la mutinerie. Hein. Ça s'est vu, ça s'est vu. Et je pense que c'est là où on doit tous être hyper vigilants. Bon, évidemment, ceux qui nous dirigent, mais nous tous à notre échelle, c'est le moment où il faut être vigilant dans ce qu'on dit, dans ce qu'on relate, dans ce qu'on raconte, dans la façon dont on traite les gens aussi, la douceur qu'on a avec les gens qu'on croise. C'est pas pendant la tempête, c'est après. C'est après. Et c'est là où il faut mettre le plus d'énergie. Donc, ouais, j'ai un peu peur. Et j'aimerais pas qu'on passe toute notre énergie à régler nos comptes avec ceux qui nous gouvernent, etc. Parce que ça se fait après l'après-confinement, quoi. Ouais. Donc voilà, je vais, en tout cas moi à mon niveau, je vais essayer d'être très vigilant à ça. Et un conseil pour enfin un conseil, une réflexion pour les entreprises, les organisations qui sont naturellement dans un stress et dont le premier réflexe serait véritablement d'accélérer pour compenser ce qui s'est passé ces dernières semaines. Toi, tu dirais, je traduis, hein, mais tu leur dirais tempérer un peu, faites attention à la fatigue collective, essayez de soigner les personnes qui vont revenir au travail parce que les bénéfices viendront un peu plus tard. Ou c'est ça que tu leur dis? Enfin, je n'ai pas de leçon à donner aux chefs d'entreprise. Ils connaissent leurs collaborateurs, ils connaissent leur entreprise. Ce que je peux dire, c'est que on sort tous un peu traumatisés hein, de cette expérience. C'est la première fois qu'on l'a vécu. Donc évidemment, à la fin, on sera grandi, mais pour l'instant, on est tous un peu, on a tous été ébranlés, quoi. Et on est tous encore ébranlés. Je pense que ça serait une erreur d'écouter la peur et de réaccélérer à fond en se disant on a perdu du temps, on va vers la récession, bref, d'accélérer. Je pense qu'effectivement, il y a un moment où prendre le temps que chacun s'exprime, peut-être redéfinir le fondamental pour ce qui suit, prendre ce temps de discuter, en fait, c'est pas du non-travail, c'est pas une pause, quoi, c'est du boulot. Moi, j'ai toujours été étonné, là, tu vois, sur le Port-la-Forêt, quand je préparais mon Vendée Globe, on mettait énormément de temps à se briefer, à se débriefer. Et très souvent, les équipes, les concurrents adverses passaient nous voir et nous disaient ouais, comme un seul homme, toujours en train de discuter. Sous-entendu, vous bossez pas. Et en fait, non, on bossait encore plus là parce qu'on faisait en sorte que chacun se sente concerné par le défi qui allait arriver. Donc, si j'ai un conseil à donner, dites-vous que faire en sorte de définir le fondamental maintenant, faire en sorte que chacun s'exprime, avoir un peu de douceur et d'attention pour chacun, c'est du boulot, quoi. Ça va vous aider plus tard. C'est ce qui va permettre de créer une forme de cohésion qui sera nécessaire, j'imagine. Ben ouais, oui, c'est évident. Et puis ça, avant d'accélérer, on dit souvent, faut mettre le camion droit, quoi. Parce que si tu lances le camion de travers, tu vas passer ton temps à donner des coups de volant pour le remettre droit. Alors que s'il est bien droit, si tu sais que chacun des membres de ton équipe pousse dans le même sens, tu gagneras du temps après. C'est de l'intelligence, en fait. Et Et toi, parfois, ouais, la peur est concrètement, mauvaise conseillère. et toi, concrètement, tu vas faire quoi là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Comment tu vas t'appliquer à toi-même ce que tu ressens? Je vais passer beaucoup de temps à. Là, je travaille sur une nouvelle aventure. Je vais passer beaucoup de temps avec Marie, avec qui je travaille sur cette aventure, à bien la définir pour qu'elle résonne avec aujourd'hui ce que l'on vit. Et pour l'inscrire dans l'élaboration d'un monde nouveau. Je vais prendre ce temps-là. Voilà ce que je vais essayer. Je vais essayer de ne pas repartir
à fond. Je vais essayer de prendre ce temps-là et de me dire, au lieu d'en parler là en mai, d'aller tout de suite aller chercher des gens pour m'aider, peut-être attendre septembre. Une Donc, question une question qui est toujours sur ces logiques de recherche de fondamentaux, qui est une question difficile. Je te prépare. Qui est une question de Véronique, qui dit par quels moyens on peut s'aligner ensemble sur ces fondamentaux, via les politiques, par exemple. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour aller dans le même sens et comment associer tout le monde vers un but commun? Est-ce que tu as des idées simples à mettre en avant? Au niveau d'une nation, moi, j'ai pas les clés. Je suis pas encore, je suis pas encore allé aussi loin que ça dans mes réflexions, dans mes expérimentations. Euh, je pense on a déjà des outils forts avec notre démocratie. Peut-être qu'on les utilise pas tout simplement. On est aussi très, très, très feignant, très paresseux dans notre façon d'utiliser les outils qu'a notre démocratie en France. Est-ce qu'on passe du temps à aller voir notre député, notre maire? Est-ce qu'on passe du temps à apporter des idées? Est-ce qu'on s'investit? Je ne sais pas. Enfin, faut aussi accepter que on est une partie du problème. Hein, que c'est Gandhi qui disait change-toi d'abord. Et je pense que c'est ça ce qu'on a à faire. Après, le politique, il sera plus aidé déjà si chacun amène de la matière. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai malheureusement pas les clés. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais je pense déjà s'investir plus. On doit s'investir plus. Moi, j'ai une idée aussi. J'ai une petite idée peut-être. Allez, Arnaud. Mettons plus de femmes en politique. Moi, je pense que la politique est un métier ô combien féminin. J'applaudis l'élection de Trump pour une seule chose, c'est qu'il a permis à des tas de femmes de s'engager de colère aux États-Unis en politique parce qu'il les a tellement humiliées qu'elles ont dit bah voilà, on a qu'un choix, c'est de se mettre en politique. Donc, utilisons la démocratie à fond. Et voilà, et ça serait super qu'il y ait plus de femmes en politique. Moi, ce serait bien un 75-25. Voilà, j'aimerais bien. Je crois que c'est un sujet qui est partagé par les différents invités. Remettre la femme au pouvoir, on va dire, ou en tout cas dans La les, féminité, les en tout concepts. cas. La féminité, ouais. Parce qu'il y a la féminité, c'est une balance hein, chez les êtres. Hein. On est des êtres les hommes ont aussi une part de féminité. Et c'est vrai que là, on a besoin de féminité au pouvoir, je pense. Il y a une réaction de Marilyn qui dit qu'il faudrait plus de femmes dans les comités exécutifs, décisionnaires, même en dehors de la politique. Effectivement, on voit que c'est une clé forte. On parlait de la différence et de la force par différence. C'est évident que là, on a une question qui est très pratique. Et qui, il faut qu'on soit divers. De toute façon, il faut qu'on soit divers. Et pour élaborer l'avenir, il faut que tout le monde soit là. C'est pas possible autrement. Sinon, c'est consanguin et ça marche pas. Gilles Boeuf le dirait mieux que moi. Hein. La biodiversité, c'est le vivant. Quoi. C'est vivant. Une question de Anna, on revient sur le propos des différences. Comment cerner cette limite subtile entre la spontanéité et être soi-même en incarnant ça ou ces différences et cette vigilance qui permet de le vivre ensemble? C'est une super question, Anna. Je crois que c'est les questionnements d'une vie. C'est pas simple. Déjà, il faut savoir définir le territoire les territoires où on peut laisser exprimer sa spontanéité. Donc, je crois dans le territoire intime, le couple, la famille. Là, on peut laisser complètement libre cours à sa spontanéité. Après, c'est vrai que sur d'autres territoires, l'entreprise, la vie de tous les jours, qui est un territoire généralement plus compliqué, c'est souvent la jungle où du coup, il faut plus se protéger. Là, il faut apprendre justement à faire le tri de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Moi, j'ai pas de règles, j'ai pas de recettes. Ce que je sais, c'est que
C'est justement encore l'occasion d'apprendre à reculer, à décélérer pour observer ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et si on est quelqu'un de très spontané, il faut apprendre justement à observer d'abord pour savoir où on peut exprimer cette spontanéité et pas. C'est savoir se régler, quoi. Une question un peu dure aussi, comment est-ce que, donc on parle des différences, de la force des différences, mais sans, et tu l'as dit à un moment, même dans les choix des personnes avec qui tu veux t'entourer, il y a des personnes qui ne partagent absolument pas ces fondamentaux, tes fondamentaux, et qui sont même dans une bataille pour pouvoir, avec d'autres opinions. Est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours, malgré tout, être ouvert à ces gens qui ont une vision absolument différente et fondamentale de nous, ou est-ce qu'on peut s'autoriser une forme d'exclusion pour se protéger? Bien sûr, bien sûr. Et c'est évidemment, on ne peut pas vivre et travailler avec tout le monde. Enfin, c'est évident. Donc, il faut savoir exclure des gens de sa vie, exclure des gens de son équipe. Euh, quand on essaie de travailler avec des gens différents, il faut savoir qu'on risque fortement de devoir à ce moment se séparer des gens avec qui on travaille. Et c'est ça être adulte. Parce que si on ne s'autorise pas ça, ben on n'ira jamais chercher des gens différents parce qu'on aura trop peur. Donc oui, il y a des gens avec qui on peut travailler, des gens qui partagent ce fondamental, et oui, il y a des gens avec qui on ne peut pas travailler. Alors, tout le problème, c'est effectivement à l'échelle d'une nation. Une nation ne peut exclure personne. Donc, comment trouver ces fondamentaux pour que chacun s'y retrouve? C'est tout le travail que doit faire une nation. Et pour ça, la République a commencé à travailler sur 3 fondamentaux, hein. Liberté, égalité, fraternité. Déjà, on peut essayer de s'inspirer de ces 3 fondamentaux sur lesquels, a priori, tout le monde est d'accord, hein, la grande majorité, et les retravailler. Voilà, c'est des pistes. Encore une fois, j'ai pas la solution, mais et heureusement qu'on peut fuir les gens. Voilà, heureusement. C'est dur quand même. Je veux dire, c'est pas dans. Non, Non, mais c'est concret. Si on n'est pas dans une société où on dit oui, il faut que l'harmonie elle se crée parce que tout le monde fait du même moule, fait du même. On rentre dans le dur là quand même. je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé, j'ai fait des conférences dans une banque et j'ai longuement parlé avec la personne qui était en charge de la diversité dans cette banque. Et elle me disait qu'elle avait donc embauché énormément de personnes handicapées et qu'elle s'était étonnée à la fin de l'année d'avoir des coups de fil de personnes se plaignant des personnes handicapées fraîchement embauchées qu'elles n'avaient pas fait leurs objectifs, mais parce qu'elles étaient handicapées. Et cette personne était profondément choquée parce qu'elle s'est dit, bon, on a travaillé pendant 1 an justement pour essayer de mettre en place un fonctionnement commun. Et le fait qu'elle me dise que leur handicap était la cause, ça m'a profondément blessé. Et moi, je comprends, mais il y a des gens, il y a des gens handicapés avec qui on peut travailler et des personnes handicapées avec qui on ne peut pas travailler. Il faut surtout ne pas être bien pensant. La bien-pensance, ça fait énormément de dégâts. Et vous avez aujourd'hui des entreprises, par exemple celle-là, qui m'ont dit maintenant, on va arrêter avec les personnes handicapées parce que on a fait des efforts, ça n'a pas marché. Et puis après, pour, pour virer une personne handicapée d'une équipe, c'est hyper violent pour toute l'équipe. Donc, on recommencera jamais l'expérience. Et je me dis, mais quel dommage, quoi. Quel dommage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des managers dans cette banque, il y a des responsables qui se disent, ah non, je ne revis plus jamais cette expérience traumatisante. Et donc, à ce moment-là, on ne recrute plus de personnes handicapées. Donc la bien-pensance, il faut la mettre de côté. Elle fait beaucoup plus de dégâts que la haine et la peur. Il vaut mieux avoir peur et proférer la haine plutôt qu'être bien-pensant. C'est terrible la bien-pensance. Et on va prendre une dernière question. Alors, une question de Rabia. Ne faudrait-il pas adapter l'entreprise aux personnes en situation de handicap au lieu de l'inverse? C'est une question, on reste dans le fil. Tu peux répéter la Ne question? faudrait-il pas adapter l'entreprise aux personnes en handicap, en situation de handicap, au lieu de faire l'inverse? Ah. J'ai fait 2 avant. On n'a que des questions Ouais, dures. ouais, c'est dur.
Mais bon, j'ai une partie de réponse. Je n'ai pas évidemment toute la réponse. Je vais juste vous donner mon vécu. J'ai fait une première aventure qui s'appelait Défi Intégration, dans lequel on a mis justement 3 sportifs valides, 3 sportifs handicapés pour former cet équipage. Je m'étais lourdement trompé sur le casting de cette aventure. J'avais pris vraiment des gens parce qu'ils étaient handicapés, parce qu'ils étaient valides, mais j'avais absolument pas vu qu'il fallait qu'ils aient ce fondamental en commun. Le bateau n'a jamais été suffisamment adapté pour eux. J'ai toujours eu des plaintes, il faudrait faire plus, on m'écoute pas, le bateau devrait être plus adapté. Sur l'autre aventure, on a fait un casting d'enfer, c'est qu'on a vraiment recruté des gens, en mettant énormément d'énergie dans le recrutement, que des gens qui avaient le même fondamental. Il y a eu des personnes handicapées, lourdement handicapées, qui sont venues sur le bateau, qui ont été membres de cet équipage. On leur a dit, voilà, vous avez Jean-François, vous avez tous les outils qu'il faut. Jean-François, c'était le préparateur du bateau. Demandez-lui ce que vous voulez, on adaptera le bateau. Vous me croirez ou pas, personne n'a demandé d'adaptation, pas même une poignée. C'est un peu extrême, évidemment, et je ne compare pas le monde de l'entreprise au monde des bateaux. Mais en fait, c'est un travail commun. Et non, l'entreprise n'a pas tout à faire, et non, les personnes handicapées n'ont pas tout à faire. Un dernier mot, est-ce qu'il y a un sujet, un message que tu voudrais faire passer peut-être qui conclurait ce talk avec nous? Oui, moi j'aimerais passer un message de solidarité. Il faut absolument soutenir Emmaüs France. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais donc on ne peut pas sortir. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans les communautés Emmaüs acheter les fringues, le mobilier, etc. Donc en fait, vous avez 115 communautés d'Emmaüs qui aujourd'hui ne gagnent plus un sou. Emmaüs n'a jamais demandé d'argent au public de toute son existence. Et aujourd'hui, ils font une collecte de fonds. Et je pense qu'il est vraiment très important que l'on fasse chacun un petit geste pour Emmaüs, parce que vous avez des gens qui vont retourner à la rue. Et quand on sait le temps et l'énergie qu'il faut pour les sortir de la rue, c'est un drame ce qui va se passer. Donc voilà, il y a un site pour soutenir Emmaüs France. Allez sur le site d'Emmaüs France. On va le mettre dans les liens. Faites un don. C'est la galère pour tout le monde, hein, je sais, on est tous dans la galère là, mais là, pour notre société, on en a vraiment besoin. Voilà. Vous avez le lien, les 2 liens qui sont dans le fil, et puis on va les mettre également en lien sur le replay. Avant de vous laisser et avant de te remercier, Eric, peut-être vous donner les prochains rendez-vous. Donc, la semaine prochaine, nous allons accueillir Kalina Raskin, qui est la directrice générale de Sybios, et on va parler de biomimétisme. Comment est-ce que la nature, le vivant de manière générale et l'homme sont des enjeux et des clés de nouveaux types d'innovation. Et puis ensuite, la semaine suivante, on accueillera Emmanuel Perrier-Bardou, qui a créé ou co-créé ou cofondé Under the Pole, qui sont des expéditions sous-marines dans les pôles. Et on va parler de comment est-ce qu'on mobilise le collectif autour d'expéditions qui sont des expéditions extraordinaires. Et puis le 27 mai, je vous invite à déjà avoir cette date en tête. C'est le 27 mai à 12h30. C'est une surprise. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais sachez que nous avons réuni beaucoup de médias, Madines, ADN, Ouzbek Erika, So Good, et bien d'autres pour vous proposer en fait un spécial moto. Ce ne sera pas moi qui le ferai. Je laisserai la main à un ami et j'espère que vous pourrez être nombreux. On va pas mal communiquer dessus. Ce sera sur le thématique de l'après-confinement et l'après-Covid. Merci beaucoup, Eric Bellion, pour merci à vous tous pour votre accueil. Et je vous souhaite à tous un excellent appétit. Merci Eric. Je souhaite à tous un excellent appétit parce que c'est pour ceux qui sont en replay, il est 13h35. Et puis une très très belle semaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Eric. À bientôt. Salut.